nous faisons cette présentation du guide PCA qui a été mis au point par l'IMDR. Et ce webinaire consiste à faire aujourd'hui une présentation et des échanges, autant qu'on pourra le faire avec les uns et les autres. Un petit rappel, il vous est demandé de couper les micros, nous disent nos personnes support, de façon à faciliter le contact, sauf peut-être les 2-3 personnes qu'on a prévu de faire intervenir d'office dans la présentation. Voilà. On y va. Voilà, alors ce travail, ce guide a été préparé tout au long de l'année 2022 par des membres d'un groupe de travail, nous appelons ça des GTR, groupe de travail et de réflexion. Donc c'est moi-même Yves Mérian, qui suis vice-président de l'IMDR, et Aurélie Quintin à côté de moi, qui est responsable continuité d'activité et gestion de crise au sein de Sector. On se présentera. Voilà. Et donc, juste une rapide présentation de l'IMDR. C'est un institut pour la maîtrise des risques qui est une association qui rassemble des grands industriels, mais également des consultants, des académiques et des individuels sur les problèmes de maîtrise des risques, avec deux communautés qui travaillent ensemble, ceux qui sont liés aux aspects techniques, hein, fondamentalement la sûreté de fonctionnement et la sécurité, et puis ceux qui sont du côté du management en général, dont la continuité qui est présentée ici. Voilà, donc nous avons travaillé avec des membres, des participants qui ont été assidus tout au long de l'année, hein, venant d'horizons différents, voilà, une dizaine, et puis des fois des participants plus ponctuels, mais qui nous ont aussi aidés, soit en posant des bonnes questions, soit en nous apportant des réponses utiles pour leur expérience. Voilà, nous sommes supportés, nous avons un support avec Clément Villec qui est le délégué général, et Manon Ragné qui est avec nous aussi, qui est secrétaire web ministère et sur laquelle toute cette présentation est supportée, et c'est cette équipe également qui a fait le document dans sa présentation formelle et qui est maintenant téléchargeable gratuitement avec simplement la mention des droits d'auteur. Voilà. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait sur l'IMDR? Oui. Aurélie, je te passe la parole pour présenter aussi Sector quand même. Et puis voilà, le début de nos Merci. Donc bonjour à tous. Alors donc oui, Aurélie Quintin, je fais partie du cabinet de conseil qui s'appelle Sector, et on est spécialisé depuis un peu plus de 30 ans dans la maîtrise des risques, plutôt orienté du côté industriel, mais pas que, puisqu'effectivement on a ouvert nos activités à tout l'aspect plutôt organisationnel qui est lié à la gestion de crise, la continuité d'activité. Et donc, j'ai eu le plaisir de co-animer avec Yves ce GTR sur l'année 2022, dont on va vous présenter aujourd'hui les résultats. Je voulais préciser que ce document aussi est en hommage avec François Tête, je le précise, qui était président d'honneur du CCA, qui nous a quittés au cours de l'année passée, avec lequel j'avais longtemps été binôme. Voilà. Alors, on va commencer par quelques témoignages de membres qui ont participé aux travaux pour qu'ils vous livrent un petit peu leurs ressentis et puis pourquoi ils se sont intéressés au sujet. Les résultats, très vite, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis, comme on n'a pas l'intention de s'arrêter ici, on parlera aussi perspective pour l'année 2023, voir les prochaines ensuite aussi. Et puis ensuite, classiquement, un temps d'échange, hein, si vous avez des questions. Alors, pour les questions, 3 solutions. Même la première, vous levez la main et on essaiera de répondre en fonction en temps réel. On a aussi prévu des petits temps de questions-réponses à l'issue des différentes phases de travaux qu'on va vous présenter. Et enfin, le dernier point, où les échanges seront un peu plus partagés. Alors, J'y vais, c'est moi, pardon. On n'est pas très bien synchronisés, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, premier témoignage, lieutenant-colonel Jérôme Baquet, est-ce que vous êtes présent? Si oui, vous avez le droit de parler. Oui, bonjour, je suis présent. Bonjour.
Donc, du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, plus connu sous son petit nom du SGDSN. Eh ben, je vous laisse la parole pour que vous nous présenter en quelques minutes un petit peu ce que vous faites de votre côté et puis quel a été le lien avec ce GTR. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Et donc, je remercie déjà l'IMDR de vous deux de tous ces travaux auxquels on a pu participer. C'était très enrichissant et en fait, c'était pour dire que c'est totalement en phase avec la vision gouvernementale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu moins d'un an, en avril 2022, le Premier ministre de l'époque avait validé un document qui s'appelle la Stratégie nationale de résilience, avec une 60aine de fiches d'action pour avoir une France plus résiliente. Et pas forcément que le gouvernement, c'est vraiment une optique beaucoup plus globale avec les sociétés, les industries, les collectivités territoriales. Donc nous sommes dans le début, dans la déclinaison. Il y a, pour votre information, le 1er février dernier, il y a eu une réunion avec tous les directeurs de cabinet de tous les ministères qui sont venus pour travailler sur cette stratégie. Et donc ce que vous avez fait là, ce que nous avons fait là, ça va totalement dans l'esprit du gouvernement d'avoir une France plus résiliente. Ça s'est vu il n'y a pas longtemps aussi sur la revue nationale de défense, tout ce qui était sécurité un petit peu plus défense, qui parlait de France unie et résiliente. Donc c'est un excellent travail, nous avons été très heureux de collaborer et ça va totalement dans la démarche. Pour votre information, on fait la même chose maintenant avec les départements de France, l'Assemblée générale, les régions de France. Donc voilà, là on est plutôt industrie et c'est vraiment très intéressant pour nous de pouvoir diffuser cette culture de la résilience et de la continuité d'activité. Nous-mêmes, nous avons réalisé une démarche de la continuité d'activité. C'est un site internet qui va bientôt sortir. Nous avons travaillé avec M. Mérian, avec d'autres spécialistes pour faire une démarche. Donc, c'est totalement complémentaire avec ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est un peu sur le PCA. Nous, c'est un peu plus global. Ça sera un site internet accessible, un peu comme un MOOC, mais sans question, pour expliquer qu'est-ce que la résilience, qu'est-ce que la continuité d'activité. On vous fera passer, si ça vous intéresse, via M. Mérian, le site. Il devrait normalement sortir au mois de mars. On est en train vraiment d'affiner les derniers documents et les derniers PPT et tout ce qui est un petit peu wording et charte graphique. Donc, on fera passer par M. Mérian et puis qui pourra le diffuser si ça vous intéresse. Et vous verrez que c'est complètement complémentaire avec ses travaux. On voit bien sur la préparation, la prévention, la gestion de crise, le rétex. Donc, ça, c'est conforme puisque ça a été fait avec votre aide depuis plus d'1 an. Et donc, c'est un excellent travail communautaire. Et le but, c'est que ce soit également diffusé et qu'à la fin, en fait, on ait une stratégie nationale de résilience pour tout le monde et qu'il n'y a pas que le gouvernement qui soit résilient. Il faut que ça va de la cellule familiale jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et donc, vos travaux sont très intéressants. Et peut-être que certains, après avoir vu notre guide, élargiront leur recherche et iront voir le vôtre, puisqu'il sera, je pense, accessible sur Internet. Donc, voilà, tout ça et d'une démarche globale. On fait, nous, une démarche de continuité d'activité où vous serez une des briques de cette démarche. Donc, on voulait vous remercier et pour l'invitation et pour votre apport à notre guide de la continuité. Merci à vous et puis on vous souhaite de bons travaux. Puis de toute façon, on restera avec vous pour les perspectives 2023 puisqu'on a participé à l'écriture de ces travaux. Donc, on restera avec vous pour continuer à travailler sur ce travail très important. Très bien. Eh bien, merci également à vous d'avoir participé. On passe à Jian Bouslim. Jian, est-ce que tu nous entends? Parfait. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bon. Je suis Jian Bouslim, je suis doctorante en 3e année au sein du laboratoire des sciences des risques à l'IMT Milanès. Je travaille sur la question de l'utilisation des dispositifs liés à la gestion de crise, plus précisément les plans d'urgence de type plan de continuité d'activité. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Yves Mérian lors des derniers entretiens du risque où on a pu échanger sur ma thèse et il m'a proposé de participer au groupe de travail. J'étais très chanceuse et ravie de cette proposition. Dans le cadre de mes travaux de recherche, je cherche à analyser et à faire remonter du terrain les pratiques concrètes faites du PCA, du plan de continuité d'activité, et de les confronter
à bien sûr tout ce qui est théorique. Donc au sein de ce groupe de travail, j'ai pu observer, échanger avec les différentes parties prenantes qui viennent de domaines très différents. C'était très riche, ça a enrichi mes réflexions. À chaque groupe de travail, c'était vraiment un autre, pas une fenêtre, mais vraiment un autre champ de recherche auquel je m'intéressais. Et donc, au plaisir de continuer pour l'année 2023, la même dynamique. Et voilà. Merci. Bah, après tout ça, il va falloir qu'on assure. Hein. Eh bien, on y va. Mais vous assurez, ne vous inquiétez pas. Super. On va continuer. Donc, merci encore une fois aux participants. Et je laisse la parole à Yves pour vous présenter le début de nos travaux. Voilà. Alors, vous avez vu que nous avons présenté ceci en 3 volumes. Et donc, question fondamentale, pourquoi est-ce qu'on fait un guide PCA? Alors, on fait ce guide PCA pour différentes raisons. Quelle est notre vision? La première, c'est qu'à l'occasion du Covid, ça a facilité les choses parce qu'il y a toutes sortes de travaux, mais on a bien vu à cette occasion l'importance de la continuité d'activité qui devait se jumeler avec la gestion de crise, les questions de sécurité. Quand est-ce que ça allait ensemble? Quand est-ce que il fallait équilibrer et résoudre tous ces problèmes-là, que ce soit au niveau de la nation ou au niveau des entreprises ou des différents acteurs. Donc, plein de questions qui plombaient un peu ces démarches-là ont pu être, en quelque sorte, on a pu progresser parce que on est passé à des choses plus importantes. Il faut bien se préparer. Voilà. La deuxième élément de vision, c'est que c'est quelque chose à étendre à tous les acteurs. On a bien le sentiment que déjà les grandes organisations ou les grands groupes sont déjà avancés dans ces domaines-là, soit parce qu'ils ont été poussés par la réglementation, soit parce que c'était spontané, et notamment quand c'est poussé par l'international. Mais là, il faut qu'on puisse l'étendre et donc à tous les acteurs, comme le disait Jérôme tout à l'heure. Et le grand problème, c'est le défi de la simplification. Parce que lorsqu'on voit des travaux comme ceux auxquels j'ai participé au Club de la continuité d'activité et autres, on a des gens très très pointus. Quand on s'adresse à des gens qui sont plus nouveaux, on ne peut pas être aussi pointu, passer autant de temps. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Le troisième point, c'est de profiter de l'expérience accumulée, car quand même, ça fait maintenant pas mal de temps qu'il y a des groupes qui ont fonctionné, des normes qui se sont mises en place. Et il est important, donc, on profite de tout cela pour le faire passer, c'est notamment pour la compréhension de la démarche et pour sa façon d'élaborer. Ce n'est pas la peine que chacun essaie de retrouver des choses, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Voilà, donc on fait 3 volumes. Un premier que je vais présenter rapidement qui est sur les connaissances de base, la culture, voilà, je vais y aller. Ensuite, l'élaboration, comment est-ce qu'on met en place une telle démarche en quelques mois ou un an, et puis le document type qu'on proposerait. Voilà. Alors, pourquoi un guide de connaissances? Le premier volume, c'est vraiment pour comprendre les tenants et aboutissants de la démarche. Je crois que c'est utile parce que c'est important pour les gens qui vont être acteurs concrets sur le terrain, mais c'est important aussi pour les directions générales. Et deuxièmement, c'est contribuer à une culture commune de la résilience parce que ces démarches-là ne se font pas tout seuls dans l'organisme, elles se font avec les partenaires, qui peuvent être des fournisseurs, des clients ou d'autres partenaires sur un territoire, par exemple. Et donc, il faut partager une culture commune pour se comprendre quand on s'en appelle et pas passer un an ou plus à se dire qu'on n'a pas la même vision. Voilà, alors je rentre un petit peu dans le détail. On a fait un effort, il y a du rédigé dans le document, mais il y a aussi pas mal de graphiques pour essayer de faciliter la compréhension ou l'accélérer. Et donc là, on va en reprendre un certain nombre. La définition, d'abord, qu'est-ce que c'est que la continuité d'activité? Bon, il y a une définition officielle qui est bonne, qui est faite par l'ISO 22300, et je crois que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui la partagent. C'est la capacité d'un organisme à poursuivre la livraison ou la fourniture des produits et services dans des délais acceptables,
avec une capacité prédéfinie, un minimum, pendant une perturbation. Perturbation veut dire qu'on sort des conditions habituelles qui peuvent être très graves ou moyennement graves, mais qui font qu'on ne peut pas fonctionner comme d'habitude et qu'il faut trouver des solutions. Le graphique à côté montre qu'on a un organisme avec des clients, et à lequel on rend un service, et puis il y a une petite tache jaune qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe, un événement qui risque d'interrompre tout ça. Ça va peut-être être interrompu ou empêché, et donc il va falloir choisir des clients, choisir des services, redémarrer en priorité. Voilà, ça c'est la définition générale. Et premier rapport de notre groupe, dans ces graphiques, le graphique de gauche qui est marqué 1, et la présentation, on va dire, traditionnelle, majeure de la continuité d'activité. On voit un niveau d'activité qui devrait se continuer par des pointillés, mais l'événement, l'aléa, le choc, quand c'est brutal, des fois c'est plus continu, fait que tout d'un coup ou progressivement, on va plus pouvoir fonctionner et fournir ce service ou réaliser la mission pour laquelle on a sa raison d'être. Et donc, on est en réduction très, très, très forte, et puis on va essayer de stabiliser et repartir, et on va repartir, si possible, au-dessus d'un point rouge, qui est le minimum qu'on doit acquérir. Si on ne repart pas assez vite ou pas assez haut, on sera en dessous du point rouge et on n'aura pas assuré la continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on aura des conséquences, des impacts graves. Voilà. Alors ça, c'est le cas de figure classique qui est présenté. Il y a un deuxième cas, c'est le moment où c'est pas qu'on puisse pas fonctionner, mais c'est que tout d'un coup, il y a un besoin beaucoup plus important qui nous arrive, et soit pour des raisons réglementaires, soit pour des raisons contractuelles, on est obligé de suivre. Par exemple, l'établissement qui s'occupe des poches de sang, le jour où il y a une situation très grave, il faut bien qu'il en livre davantage, et sinon ça n'ira pas. Donc là, il faut qu'on puisse augmenter, les besoins augmentent, comme on voit être pointillé, il faut que l'organisme soit capable de répondre au moins à un certain niveau et rapidement aux besoins. Et puis, il y a un troisième cas de figure. Tout ça ne se suit pas, c'est indépendant, comme c'est bien vu sur l'extrait de la page de garde où notre commission communication a dit attention, faut bien qu'on se comprenne. Le troisième cas, c'est une échéance. Il y a quelque chose à faire. Si on est loin de l'échéance, c'est pas trop grave si on est suspendu pendant un certain temps. Mais si on est proche de l'échéance, par exemple, si on a des diplômes, si on a le bac à faire, évidemment, il faut pas trop repousser. Voilà, il peut y avoir d'autres échéances aussi. Voilà. Alors, ces choses-là sont peut-être vécues indépendamment ou vécues ensemble, parce que dans un organisme, on peut tout à fait être en baisse d'activité pour ça, mais en même temps en surcharge sur d'autres besoins. C'est le cas notamment dans les collectivités locales, quand elles ont des missions à remplir, il faut bien qu'elles fassent des choses en plus. Voilà. Je sens que j'ai passé un message important, mais je sens qu'il va falloir que je dise plus rapidement la suite. On est bon. On est bon. Alors, un autre message, c'est que d'habitude, la résilience et la continuité d'activité sont souvent assimilées quand on est dans des discussions internationales, parce qu'il y a des effets économiques, mais la continuité d'activité n'est pas le seul sujet. Ça suppose une approche pluridisciplinaire avec toutes les questions de sécurité. C'est pas pour rien qu'en France, on a le dispositif Orsec, qui est important, mais il faut que les deux puissent fonctionner très rapidement ensemble ou s'équilibrer. C'est vrai que dans les 2 premières heures d'un accident, souvent c'est l'humain et seul qui fonctionne, mais très vite il faut que la continuité puisse en parallèle se fonctionner. On rajoute, nous, puisque nous sommes très sensibles aux questions techniques par notre configuration à l'IMDR, sur le fait qu'on ne peut fournir le produit et service que si des biens, quand il y a des biens physiques, si ces biens physiques continuent à être fournis. On a par exemple l'exemple, si on veut continuer à fournir un service d'eau potable, il faut bien sûr que le chlore puisse continuer à être fourni en temps réel sans interruption.
significative. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit ça. Donc on dit que c'est important d'avoir une approche pluridisciplinaire dans laquelle la continuité d'activité a toute sa place, mais pas seule, et c'est pour ça qu'on l'intègre dans la résilience. C'est d'ailleurs, c'est un point qui peut être important pour le bon fonctionnement, mais c'est un point aussi important pour les directions générales, pour essayer de rassembler tout ça, pour éviter d'empiler des dispositifs ensuite. Tout à fait. Voilà, alors la résilience, je le disais aussi tout à l'heure, je le redis ici, elle est individuelle, bien sûr, c'est chaque organisme qui doit être résilient, ou chaque individu, ou chaque pays, mais la résilience est aussi collective, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'écosystème. On va aller chercher dans l'écosystème des aides, mais on va aussi contribuer à la résilience de l'écosystème. C'est le cas pour les infrastructures critiques, hein, l'électricité, le téléphone, le transport, tout ça marche ensemble et ça doit être relié, hein, on l'a bien vu à l'occasion des problèmes de délestage, des questions sur les délestages électriques. Les liaisons avec les téléphonies et autres qui se supportent, qui s'aident ensemble. Au niveau d'un territoire, ça va être la même chose. Il y a un leader et il y a des organismes critiques ou des infrastructures critiques, et puis il y a la population, donc tout le monde doit fonctionner ensemble. Ça peut être aussi le cas dans un secteur, dans une zone, un grand port, par exemple, bah, tous ceux qui sont là doivent pouvoir fonctionner ensemble et ça s'aide. Alors, comment est-ce que, ces principes étant posés, comment est-ce que nous apprend l'expérience, les normes, les différents guides existants pour voir. Donc là, on se repose sur la norme, la famille des normes qu'on appelle ISO 22301, qui est sur le management de la continuité d'activité, qui fournit un peu le cadre général, hein. Il faut faire de la continuité d'activité et quels sont les grands mécanismes sur lesquels les experts internationaux qui travaillent dessus ont réussi à se mettre d'accord sur la bonne façon de faire les choses. Donc j'ai mis, on a deux dessins, l'un qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Je vais parler de l'horizontal parce qu'il semble que ce soit pour certains plus facile. Même si à l'origine, le premier nous paraissait pas mal. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien connaître le contexte. Le contexte, c'est l'organisme et ses parties intéressées, donc c'est interne et externe. Il faut vraiment bien le connaître si on veut pouvoir assurer la continuité. Et ensuite, on a cette double vision entre l'appréciation des risques et ce qu'on appelle le bilan d'impact sur l'activité, qui est un peu un des outils, une des méthodes importantes apportées par cette normalisation et qu'on développe tous ensuite, cette double vision qui permet de bien voir les choses. Et puis après, ça se décline, c'est-à-dire que une fois qu'on aura défini nos besoins de continuité à travers cette double vision, ben, on aura des activités ou des ressources prioritaires à mettre en place. C'est l'aspect mécanique. On aura des solutions pour que ces activités ou ces ressources puissent être mobilisées. Et puis, on aura un cadre FOH, c'est facteurs organisationnels et humains, c'est notre expression, en particulier à l'IMDR, mais c'est tout l'accompagnement humain qui va, c'est même les pilotes, hein, qui vont essayer de faire fonctionner tout ça. Et puis alors à la fin, il faudra évaluer, ce qui est aussi reste une vraie question. Voilà. Alors, pour comprendre le dispositif, ce qu'on a vu avec cette double vision, c'est une double vision sur les causes et une autre sur les conséquences. On a toujours l'ensemble étoilé là qui dit il y aurait peut-être un choc, une inondation, une cyberattaque, un grand incendie, voilà. Et ça c'est une cause, hein, ça fait partie des causes et on va remonter sur les causes. Et c'est là on va apprécier les risques, quels sont les risques que nous risquons de subir. Il y a cette vision sur les causes et puis il y a l'autre vision sur les. Alors l'entité. L'organisme est au milieu avec les petites maisons. Et puis, on va voir aussi, c'est lui qui subit, hein, il est vulnérable, voilà. Et puis, il va subir il y aura des conséquences, des impacts. Voilà. Et c'est à cause de la gravité des conséquences ou des impacts qu'on va essayer de mettre en place ce qu'il faut pour qu'on puisse répondre aux causes qui vont se produire. Dans les causes, dans les risques, il y a un point important qui est de distinguer les risques événements
qu'on appelle aussi aléas, c'est-à-dire l'inondation et autres, et les risques qui arrivent au niveau de l'organisme, qui est que ces événements vont l'empêcher de fonctionner ou de répondre, comme on a vu, et c'est une indisponibilité de ressources. On n'a pas assez de personnel, on a des bâtiments qui ne fonctionnent plus, qui sont plus en état, qui ne peuvent plus accueillir, on a des datas qui sont plombées, voilà. Les impacts, c'est l'impact fondamentalement, c'est l'impact sur les clients. Alors, clients, c'est au sens large. Hein, les clients, c'est effectivement les consommateurs et les acheteurs, mais ça peut être aussi les habitants ou les résidents dans un territoire. Voilà, c'est vraiment au sens large, c'est une façon de dire les choses. C'est tous ceux qui vont bénéficier des services ou des missions que l'on rend. Donc, ça, c'est le point de départ. Il faut arriver à tenir. Et puis ensuite, il y a aussi les impacts sur l'organisme, parce que s'il ne peut pas satisfaire en quelque sorte ses clients pour les besoins vitaux de ce client ou essentiels de ce client, eh bien lui-même aura des impacts qui peuvent être réglementaires, financiers, sur son image et sur son organisation. Voilà, alors, le dispositif en 3 temps, une fois qu'on a apprécié les risques et tout ça, c'est les besoins de continuité. Les besoins de continuité, c'est les services, j'ai simplifié, services et produits prioritaires, c'est les missions prioritaires, parce qu'on a 2 façons de dire les choses, suivant les acteurs. Voilà, mais même les acteurs administratifs ou collectivités territoriales rendent des services, hein, éventuellement avec des produits, et ça, souvent, on met ça dans des missions. Par exemple, la mission d'état civil avec je délivre un passeport, je fais des mariages, etc. Et puis en dessous, il y a les activités et ressources qui permettent de réaliser ces missions et services prioritaires. Voilà. Ensuite, on a des solutions. Nous, ce qu'on propose, c'est de distinguer, c'est des solutions qu'on prépare, et de distinguer 3 types de solutions. Celles qui portent sur l'organisation, celles qui portent sur des mesures qu'on va prendre et qui seront génériques, portant sur les missions, les produits et services, qu'on va prioriser ou délivrer en mode dégradé, hein, ce que parfois, dans le passé, avec l'occasion du Covid, on appelait les missions ou les activités essentielles. Et puis, il y a les ressources, hein, sur lesquelles on va essayer d'agir pour qu'on puisse pallier aux problèmes. Et puis, il y a les mesures qui vont être plus spécifiques en fonction des risques. Par exemple, une mesure, on aura des mesures spécifiques si on a une inondation ou une cyberattaque. Hein. On avait encore, il y a très peu de jours, à la FNOR, justement, une présentation sur les problèmes de cyberattaques paralysantes qui font qu'il faut trouver des mesures, il faut trouver des solutions spécifiques. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est un des messages qu'on fait passer, c'est d'avoir bien 2 niveaux, stratégique et opérationnel. Stratégique, il faut savoir quelles sont les solutions, les mesures qu'on peut prendre et qu'on va prendre. Et ça, il faut que notamment nos cellules de crise aient une idée claire des décisions qu'on peut prendre. Mais il faut que ça soit aussi bon au niveau opérationnel, parce qu'il ne suffit pas qu'on ait pris une bonne décision si ensuite ça ne suit pas. Mais la distinction est importante parce qu'on voit souvent dans les cellules de crise la tendance à se mettre sur l'opérationnel parce que c'est plus visible, on peut plus facilement le toucher, oublier le stratégique, et on va donc passer à côté de choses importantes. Mais à l'inverse, si on fait que du stratégique, on ne verra pas la réalité. Donc c'est pour ça que chez nous, en particulier l'INDER, c'est important qu'on ait la sûreté de fonctionnement derrière. Et puis il y a le cadre organisationnel et humain avec l'engagement des directions générales. C'est important. C'est un système de management. Ça va être un poids pour les directions générales et on comprend pourquoi des fois elles ont du mal. Voilà, il faut que j'aille. Le rôle, les RPCA et toute l'animation, la formation, les exercices, c'est là où on voudra on dit déjà les choses. On donne déjà des principes. Le fait qu'il faut programmer, mais il faudra qu'on creuse cette question-là et qu'on évalue, parce que ça, la question, comment est-ce qu'on évalue, retour d'expérience ou indicateur, c'est une grande question. Voilà. Alors après, bon, le dernier, je crois, que j'allais dire là. L'avant-dernier. Bon, l'organisme, tout ça, on dit l'organisme se positionne par rapport à ses clients. Voilà. Mais dans la pratique, l'organisme aussi est lui-même client de ses propres fournisseurs ou de ses partenaires.
Et donc, dans le dispositif, ce qui est important, c'est pouvoir répercuter sur les fournisseurs. Et à la limite, ça fera partie probablement des évolutions importantes dans ce domaine-là, c'est-à-dire que ça sera peut-être moins les pionniers organismes qui vont se lancer dans tout ça. Ça va être, dans beaucoup de cas, des organismes qui vont répondre à des questions posées par des partenaires ou des clients. Est-ce que vous avez un PCA? Qui est votre responsable PCA? Quand est-ce qu'a eu lieu votre dernier exercice? Est-ce que vous avez votre prochain, etc., etc. Et là, il faudra répondre et il faudra pouvoir donner des réponses rapides. Ce qui va du coup participer à qu'on parlait tout à l'heure, la continuité collective. L'organisme va influencer ses fournisseurs inversement, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrivera peut-être à couvrir tout le monde. Voilà. Et puis, la fin, le profil, on a des gens qui sont tout à fait experts, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a plein de gens aussi qui sont tout à fait novices, notamment justement dans les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et voilà. Même si ce n'est pas du tout lié forcément à la taille, hein. On a des très petites entreprises qui sont très, très, très experts et d'autres grands qui ne le sont pas forcément. L'idée, c'est qu'un novice va essayer de mettre en place un premier PCA, dont 6 mois, 9 mois, qui va être probablement un prototype, parce qu'il va falloir le faire monter en puissance, le faire vivre. Donc ça, c'est la phase d'élaboration. L'objectif, c'est que quand même à peu près tout le monde devienne débrouillé, c'est-à-dire qu'après une montée en expérience, il arrive à faire vivre tout ça et ça prend un contenu suffisant. Et puis, les experts, c'est ceux qui arrivent à se mettre à tout l'état de l'art et à creuser tout, et donc qui ont été capables, en 15 jours, de régler tous les problèmes liés au délestage électrique. C'est une denrée rare. Alors, merci. Justement, on avait une remarque, mais qui ne m'étonne pas. On nous dit qu'on voyait le PCA plus comme une chute ou une perte d'activité. Donc, si vous vous souvenez, c'était la première illustration, plutôt que les autres cas. Alors, effectivement, on voit plutôt la rupture d'activité et un peu moins soit la hausse d'activité, soit le décalage dans le temps. Pour une échéance courte ou un surcroît temporaire de travail, en général, se traduit par une task force. Oui, si elle existe, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il faut essayer. On a justement voulu un peu élargir cette notion de continuité et ne pas la limiter finalement qu'à la rupture. Oui, tout à fait. Et en particulier, ça nous permet comme ça de prendre en considération aussi ce qui se passe dans le domaine de la santé et par exemple les hôpitaux. Quand les hôpitaux mettent en place un plan blanc, ça s'appelle un plan blanc, c'est différent, mais d'une certaine façon, c'est quand même un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire pour faire face à un surplus, hein, pour faire en sorte que leurs moyens, qui sont limités, puissent quand même répondre, soit par l'organisme, soit à travers le réseau, hein, en faisant donc avec des priorisations et des reports de certaines activités ou en transférant des fois des patients sur d'autres hôpitaux pour qu'il y ait une réponse plus globale, hein, plus collective. Donc l'idée, c'est, et dans les EHPAD, on a un peu la même chose, donc l'idée, c'est penser aussi à des organismes qui font la même chose, mais qui, eux, ne sont pas en train de se dire l'hôpital, j'ai 2 fois moins d'effectifs. Non, j'ai 2 fois plus de travail avec les mêmes effectifs. Mais la question peut se poser à peu près partout, à des degrés tout à fait divers. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie? Ou si on a été très clair? Ou il faut laisser digérer. Il faut laisser digérer. Bon, on y va? Non, mais on est à l'heure. On est bon? On est bon. J'ai un peu... Non, on est bon. On est bon. Alors, on continue, c'est sûr. On avait posé une. Madame Lambert. Oui, ça doit être... oui, je pense que c'est madame. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous demandez quelle est la question initiale à laquelle il faut répondre quand on fait du PCA? Si vous pouvez prendre la parole juste pour nous expliciter un petit peu votre question. Bonjour. Oui, ma question, elle porte sur effectivement le point de départ. Quelle est la question qu'il faut se poser? C'est-à-dire, en fait, le PCA, soit on fait un PCA qui est vraiment très, très large et on investit tout, ou alors on répond en fait à une question et à un objectif particulier. Ah bon, on va y venir. Je vais essayer d'y répondre dans ce que je vais vous dire après. Si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à réintervenir. Bon, en général, on se pose la question. Alors, pour répondre un peu plus largement, on se pose la question d'un PCA quand on a eu un problème.
en général. C'est un peu ça. Par exemple, Covid a fait poser beaucoup de questions sur les indisponibilités de personnel, par exemple. Ou quand l'organisme vit une situation difficile, elle se rend compte que même si elle a réussi à gérer à peu près l'instant, les premiers instants de la crise, elle a soit eu beaucoup de mal à se en remettre, que ce soit économiquement, en termes d'image, peu importe. Et du coup, elle se pose la question, comment j'aurais pu mieux faire? Donc, on a souvent un précédent quand même. Mais effectivement, après, la question du périmètre, on va y venir. Après, l'autre approche aussi, si on reçoit un questionnaire d'un client, d'une autorité, qui vous dit, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes capable? Si je veux continuer à fonctionner avec vous ou bien vous accepter comme fournisseur, par exemple, je voudrais savoir si vous êtes capable d'assurer la continuité le jour où j'en aurai besoin. Moi, j'ai une exigence. J'aurais besoin, par exemple, dans le produit en question, que vous soyez capable de ne pas dépasser 2 jours d'interruption, même dans le pire des cas. Ou 2 semaines, hein, ça dépend. Voilà. Donc, ça Ça, peut être c'est en comme ça. réaction, alors, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une approche en réaction où là, effectivement, on a quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on a approché, même si on ne l'a pas vécu, mais on sent qu'il y a un problème. Mais je me demandais si le PCA, il ne pouvait pas être dans l'absolu, c'est-à-dire de reprendre toute l'organisation, de regarder tous les problèmes qu'il peut y avoir et justement d'établir un PCA, peut-être par métier ou par fonction ou par problématique, perte d'un fournisseur important, etc. Une approche un peu plus systémique, ce serait quoi du coup? On va essayer d'y répondre dans le déroulé. Okay. D'accord. Bon, parfait. Merci beaucoup. On est à côté de on la va plaque, repartir, mais on note que c'est une question importante. Voilà. On est parti pour le volume 2. Donc, le volume 2, donc après qu'on ait quand même pas mal réfléchi sur ce qu'on vous a présenté au début, sur toutes ces notions, ces concepts, ces définitions, parce qu'il faut effectivement arriver à parler le même langage, on est parti sur une approche plutôt pratico-pratique. Donc, pourquoi un guide d'élaboration du PCA? Parce que c'est pas intuitif, hein. Les gens, ils sont pas experts du jour au lendemain, débrouillés non plus. Plusieurs objectifs, évidemment. Le premier, de connecter ou de reconnecter la continuité d'activité à la gestion de crise. Bien trop souvent, on a dans l'idée de la gestion de crise la réponse à l'urgence de la situation. Les plans de gestion de crise, les plans d'opération interne, on gère la sécurité des personnes en premier, les biens et l'environnement si on a le temps. Mais on a quand même cette notion de continuité qui doit venir très vite dans les premiers instants de la crise. Donc ça, c'était un premier objectif. Le deuxième, c'était pour donner un peu plus d'opérationnalité, de matérialité à ce qu'on vous a présenté juste avant, que l'on puisse quand même avoir une base pour au moins commencer à prendre le problème par un côté. Éviter les pièges, parce qu'évidemment, on a fait du retour d'expérience entre nous et on s'est dit, tiens, nous, on a essayé ça n'a pas marché. Et au contraire, on a fait ça et ça a plutôt bien marché. Donc les pièges et les bonnes pratiques. Donc, comme on vous l'a dit, mettre en pratique. Donc, c'est bien joli tout ça. Donc, un incident arrive. Si vous arrivez à le gérer avec vos procédures habituelles, l'incident est maîtrisé, retour à la situation nominale, on ne se pose même pas la question de près ou de loin d'un PCA ou de quoi que ce soit. Par contre, lorsque cet incident devient une véritable perturbation, en action réflexe, on va avoir l'activation de la cellule de crise. Et c'est à ce moment-là, quand on est en train de gérer la pagaille qui vient de nous tomber dessus, qu'il va falloir anticiper, ou bien on va très vite faire le constat, en fonction de ce qui vient d'arriver, que l'interruption de nos activités va devenir intolérable. Et c'est à ce moment-là qu'on va activer le PCA. Donc vous voyez, on a mis une frise chronologique à quelques heures, mais on est vraiment dans cette temporalité-là. Et les deux sont intrinsèquement liés. Le PCA, dans ses premiers instants, il va vous permettre de maintenir vos activités essentielles dans un mode dégradé. Il est évident que vous ne ferez pas comme d'habitude. Vous allez faire le minimum vital pour que ça puisse continuer à vivre. Et puis bon, plus quand même le temps va passer, en termes de jours ou même de semaines, vous allez anticiper le rétablissement progressif de l'ensemble de vos activités. Le but étant à la fin d'arriver à un retour à une nouvelle normalité, parce que la situation ne sera pas la même. Vous ferez du retour d'expérience et vous allez améliorer vos pratiques, etc. Un exemple qui s'illustre bien avec la Covid. Avant Covid, le télétravail n'était pas forcément quelque chose de très démocratisé. Bon, après Covid, on s'est aperçu que finalement, ça marchait très bien en télétravail. Donc, il y a des évolutions et ces crises-là nous permettent évidemment de se remettre en question et plus largement de remettre en question nos pratiques. Voilà pour cette mise en pratique, justement.
On commence par quoi? On commence par constituer une équipe. On vous l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais il faut bien identifier un pilote dans cet avion de la continuité qui va s'appeler un RPCA. On aime bien les sigles aussi, c'est normal. Responsable du plan de continuité d'activité, ça ne s'invente pas. Ce RPCA, il va avoir une mission fondamentale qui va être de fédérer un réseau dynamique. Déjà ça, c'est pas une masse à faire. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une très bonne connaissance de l'organisme dans lequel il évolue, qu'il arrive à s'appuyer sur des relais à l'intérieur de cet organisme qui soient force de proposition et qui soient moteurs. Parce qu'on ne va pas se cacher, quand on fait du PCA, on travaille sur un sujet dont on espère ne jamais avoir à utiliser les supports. Quand bien même, il vaut mieux être préparé et arriver à faire ce qu'on peut que de rien avoir du tout. Et puis, évidemment, cette équipe, ce n'est pas juste un RPCA, il va falloir quand même avoir un soutien. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect un peu stratégique, direction générale. Il faut officialiser le lancement du PCA. Il faut introniser ses référents pour qu'ils aient une légitimité à intervenir sur ces sujets et qu'ils soient un minimum écoutés par les équipes opérationnelles. Donc, première étape, on identifie bien l'équipe PCA avec à sa tête un RPCA qui est soutenu par la hiérarchie. On ne peut pas parler de continuité d'activité sans aborder la question de nos aléas. Et là, on va très vite changer un petit peu la vision des choses parce que évidemment qu'on va repartir de scénarios de risque très matériels. L'inondation, la cyberattaque, l'incendie, le feu de forêt, la neige, le verglas, la pandémie, que sais-je. On va cartographier ces risques, on va se dire, tiens, fréquence, gravité, qu'est-ce qui peut nous embêter, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et puis en fait, on va très vite basculer sur une autre approche qui est celle de l'indisponibilité. On va s'éloigner un petit peu des scénarios qui vont être là pour donner un peu de corps aux réflexions et de permettre aux gens de s'identifier, de se représenter les sujets. Mais on va travailler par indisponibilité et il y en a 4. L'indisponibilité des locaux. Alors des locaux, la structure du bâtiment, mais les outils, les machines, etc. Les personnels, les systèmes d'information, les réseaux, l'Internet, les communications. Et les fournisseurs, mais on peut étendre fournisseurs à prestataires, services ressources, interdépendances, les fournisseurs évidemment. Et pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour le plaisir, c'est que ça va permettre en fait de trouver des solutions alternatives de façon un peu commune. Je m'explique. Quand on parle d'indisponibilité de locaux, que votre bâtiment où vous travaillez, ou de l'entreprise, ou même de la collectivité, qu'il ne soit plus disponible parce qu'il a brûlé, parce qu'il est inondé, parce qu'il n'y a plus de courant, parce que le toit s'est envolé à la suite d'une tempête, le résultat, c'est quoi? C'est que le bâtiment va être indisponible pendant un certain temps. Et donc, il va falloir réagir en termes de continuité. La solution qu'on va trouver, je simplifie le trait, mais c'est pour que vous compreniez, la solution qu'on va trouver à cette indisponibilité de locaux, ça va être repli. On va le dimensionner pour accueillir un maximum de nos activités. Donc, on est une inondation, on va aller dans le site de repli. Si le truc il a brûlé, on va au site de repli. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Plus d'agents. Non, plus d'agents, c'était pas ça, je sais plus. Cyberattaque, plus de réseau, site de repli à condition qu'il soit bien équipé. Plus d'électricité, site de repli à condition qu'il ait du courant. Donc, tout ça pour vous montrer que finalement, la solution, quand on est dans une approche par indisponibilité, elle permet de répondre à pas mal de scénarios. Je tempère notamment quand même un petit peu, on peut avoir des spécificités en fonction du scénario, bien évidemment. Et c'est tout l'enjeu de ces dispositifs, c'est d'être suffisamment adaptable pour que le jour J, on ne soit pas bête et méchant centré sur nos dispositifs. Il faut qu'on arrive à s'adapter. Tout ça pour dire enfin qu'on va identifier également des points de fragilité. Évidemment que quand on parle PCA, on va déjà se poser la question, qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on l'a fait? Et puis où est-ce qu'on est un peu fragile? Par exemple, est-ce qu'on est monosource sur un approvisionnement? Est-ce qu'on a des machines qu'on ne peut pas remplacer comme ça, etc., etc. Des compétences très particulières qu'on ne trouve pas partout. Voilà, donc l'identification des aléas va très vite basculer sur les indisponibilités pour réduire finalement l'entonnoir à quatre formes de scénarios, 4 résultantes de scénarios qui sont indisponibilité des locaux, des agents, collaborateurs, système d'information, fournisseurs, prestataires et autres. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va un peu se reposer ou presque. Réaliser le BIA, bilan des impacts sur les activités. Quand on parle de continuité d'activité, il faut aussi savoir de quoi on parle, de quelles activités on parle, parce que continuer toutes les activités, c'est pas possible. Donc on va faire une liste à l'après-vert.
on va lister toutes les activités réalisées par l'entreprise. Quand je dis on, c'est notre équipe PCA, avec à sa tête le RPCA, et enfin en dessous plutôt, collaboration avec lui, souvent les différents cadres de l'entreprise, pour justement donner de l'opérationnalité et de la réalité à nos travaux. Et on va se poser une question simple. Combien de temps je peux arrêter mon activité? Donc si la réponse est « je peux arrêter mon activité pendant 6 mois », ce n'est clairement pas une activité essentielle au sens de la crise. C'est une activité qu'on va pouvoir arrêter, suspendre, et qu'on va reprendre progressivement quand la situation se sera améliorée. Je vais prendre un exemple collectivité. Je n'ai absolument rien contre eux. Dans une collectivité, la direction de la culture, c'est typiquement une activité qu'on peut arrêter quelques mois. À l'inverse, on a cité l'état civil tout à l'heure, on va le reprendre comme exemple, à l'inverse de l'état civil. Pendant une crise, la collectivité va être obligée de maintenir un état civil parce qu'il y aura toujours des gens qui vont naître, qui vont mourir, qui vont éventuellement se marier si on peut. Ouais, ça, on peut repousser. Ouais, ça, on peut repousser pour être sûr de faire le bon choix. Toujours est-il qu'il va bien falloir prioriser nos activités. Attention au discours qu'on a sur ce point-là. On n'est pas là pour faire de la restructuration de services ou d'organisation. On est là juste pour dire qu'en temps de crise, il y a des activités qui, il faut se dire très franchement, il y a des activités qui ne vont pas nous servir à grand-chose et qu'on va pouvoir arrêter. On ne le fait pas de gaieté de cœur. On va aussi le faire pour une deuxième raison, qui est que les activités que je vais arrêter peuvent, par les personnes qui les réalisent, si elles sont disponibles, peuvent être mobilisées sur d'autres sujets. Je vous donne un autre exemple. Je reprends ma culture. Notre agent d'accueil de la bibliothèque municipale, cet agent a toutes les compétences pour faire de l'accueil téléphonique, plus général, ou de l'accueil physique, puisqu'elle le fait dans ses missions habituelles. Donc, on va l'utiliser, à bon escient, dans le temps de la crise. Et puis, quand on va se poser ces questions-là, on va aussi se dire quelles sont mes contraintes de fonctionnement. Je vous parlais de l'état civil. Un état civil, s'ils n'ont pas des machines certifiées pour faire les documents administratifs, ils ne peuvent pas fonctionner. Si on n'a pas des agents assermentés qui vont bien, on ne peut pas faire l'état civil. Donc, on a des contraintes de fonctionnement, que ce soit lié à des compétences particulières, des habilitations, etc. Que ce soit lié à plus du matériel. Si on prend le cas d'une entreprise, la machine qui produit telle ou telle chose, il y en a une dans le monde et elle est chez nous. Donc, si elle tombe en panne ou qu'elle est indisponible, c'est cuit, on ne peut plus faire ce qu'on fait. Donc, on va aussi lister, pour justement donner aussi du réalisme à nos solutions, ce qu'il va nous falloir. Je prenais l'exemple de mon site de repli. Un site de repli, ouais, pas de problème. Si vous me prenez un site de repli qui est en zone inondable, c'est pas terrible. Si vous me prenez un site de repli qui n'est pas lié à Internet, ça va être compliqué pour mettre vos services dedans, etc., etc. Ou si vous m'en prenez un pour 10, alors vous êtes 200, ça va être compliqué aussi. Donc quand on fait ce BIA, on touche du doigt beaucoup de questionnements qui vont ensuite dessiner la stratégie. Quelle grande synchronisation dans notre présentation. La stratégie de continuité. Je vous la fais courte parce que l'idée, c'est vraiment de vous balancer beaucoup d'infos que vous allez digérer et vous aurez dans les supports un peu plus de contenu. La stratégie de continuité, on a 3 choix. Soit on arrête l'activité, ça vous avez compris. Soit on la maintient. Donc on essaye de la maintenir à un niveau à peu près équivalent au niveau normal. Soit on peut même voir la renforcer. Alors ça, c'est encore plus compliqué parce qu'on est déjà en mode dégradé. On n'a pas tout ce qu'il faut et il va falloir qu'on renforce certaines activités. Je vous prends un exemple des activités qu'on peut renforcer en temps de crise. Ça peut être par exemple tout ce qui va être le support utilisateur. Donc plutôt dans les DSI, avoir comment ça s'appelle ? Une hotline un peu plus fournie que d'habitude pour répondre aux besoins de connexion, aux petits problèmes de tout le monde, parce qu'on est tous en télétravail et qu'on n'arrive pas à se connecter, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Donc, on ne se limite pas juste à arrêter, maintenir. Click and collect, par exemple. Click and collect, par exemple. Exactement. Il va falloir accepter le mode dégradé. Il va bien falloir faire accepter à tout le monde, mais que ce soit de l'opérationnel ou du stratégique, de se dire, on ne fera pas comme avant. On fera comme on pourra. On va avoir des priorités, certes, mais on fera comme on pourra. Et je le disais un petit peu tout à l'heure, mais vraiment s'adapter au moment venu. Vous aurez beau faire tous les plans de la Terre, quand ça va arriver, ça ne sera pas tout à fait comme on l'a prévu. C'est normal. Donc ça, faut faire un peu le deuil du plan qui résout tout. Et plutôt travailler sur des plans qui s'adaptent, parce que les individus s'adaptent, et voir le plan comme un support, un aide-mémoire, un guide, un fil rouge, ce que vous voulez, pour qu'on sache à peu près où aller. Ça permet de dédramatiser un petit peu la situation, de rassurer certains, et ça se passe à peu près comme ça pourra se passer. On arrive à la fin du guide, donc sur la rédaction des fiches actions.
et là le terme va être important, autant sur les premiers instants de la crise, on va parler de fiches réflexes, pour tout ce qui est sauvegarde des personnes, autant sur le PCA, on va parler de fiches actions, parce qu'on, vous l'aurez compris, le PCA s'étend un peu plus dans le temps. La situation ne revient pas à une situation acceptable du jour au lendemain, ça peut prendre du temps. Dans ces fiches actions, on va commencer à lister nos solutions alternatives de continuité. Comment je fais pour continuer à travailler si j'ai plus de local? Comment je fais à continuer de travailler si j'ai plus mes agents? Est-ce qu'il me faut un minimum d'agents de 2, 4, 5, j'en sais rien? Est-ce qu'il me faut un recours à l'intérim, par exemple? Etc., etc. Et on va le faire pour les 4 indisponibilités que je vous ai présentées. Puis quand on va se poser ces questions-là, on va écrire nos actions associées, donc site de repli, télétravail, mise en sécurité de certains équipements, etc., etc. OK. Et puis on va avoir toutes les actions préparatoires qui vont pointer le bout de leur nez. Je vous disais, site de repli, ouais, c'est pas compliqué. Bah si, c'est compliqué un site de repli. Il faut avoir quelque chose de bien dimensionné, de plutôt accessible pour les collaborateurs, qu'on leur change pas trop leurs habitudes, qui ait du chauffage, qui ait toutes les connexions qui vont bien, qui ait des toilettes. Enfin voilà, ça se réfléchit un petit peu. Et puis vous verrez que si on a réfléchi à ces actions en temps de paix, comme on dit souvent, l'activation concrète du PCA va s'en être facilitée. Il sera beaucoup plus facile de sortir sa fiche, aller au site de repli si on a déjà l'adresse du site de repli dessus. Vous pouvez être sûr que le site de repli ne sera peut-être pas disponible le jour où vous en aurez besoin, quand bien même vous aurez déjà essayé de limiter les dégâts. 3 minutes. On arrive à la fin, je crois bien. D'accord. Et oui, parce que la suite, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est comment faire vivre la démarche. Hein. Donc vous voyez que ce soit sur l'aspect plus méthodologique ou là, l'aspect pratique, il y a comment faire vivre la démarche. Donc déjà, animer le réseau. C'est pas une masse à faire, hein, donc il faut prendre quelqu'un qui est assez bon communicant, qui aime bien aller au charbon, parce qu'il faut prendre les gens par la main hein, sur ces questions-là, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce que c'est anxiogène, enfin, il y a toutes les raisons de la Terre pour pas le faire, mais quand bien même, il ne faut pas lâcher le morceau. Ça permet aussi, on en parlait, de diffuser une culture du risque commune, à la fois de gestion de crise dans l'urgence et de continuité. Et puis s'entraîner, vous l'aurez compris, il n'y a que par des entraînements, des mises en situation, des exercices, des simulations, vous appelez ça comme vous voulez, que forcément, vous allez voir si votre plan est cohérent, si vos équipes ont adhéré ou pas. Des questions tout de suite? Ou des compléments? Il y en a une petite remarque dans le chat. Une petite remarque dans le chat. Pourriez-vous nous transmettre la présentation? Je pense que oui. Oui, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. On va réfléchir, mais le but, c'est que oui, on vous la transmette quand même. Et une autre remarque, indisponibilité des instances de gouvernance. Oui, alors ceux-là, on peut les mettre dans la catégorie fournisseurs, prestataires extérieurs, on va dire. Tiers, indisponibilité des tiers. C'est pas mal ça, tiens. Indisponibilité des tiers. Ou indisponibilité des euros. Indisponibilité des euros. De l'argent? De l'argent. Oui, oui, ça fait partie. Tout à fait. En fait, bonjour, merci. Bonjour. Je vois souvent les 4 cas, et nous aussi on travaille dessus avant tout, mais si on a des instances de gouvernance qui sont altérées, exemple une équipe dirigeante dans une entreprise de 1000 personnes qui cède dans un crash d'avion, ou bien qui est pris en otage, ou bien dont les informations ne sont plus considérées comme fiables, le message ne passe plus, on va avoir quand même de gros soucis. Et l'indisponibilité des flux financiers, si on n'a plus d'argent, on va aussi avoir une structure, un organisme qui va s'arrêter, même si on n'est pas dans les cas cités. Or, ces 2 cas-là, on les trouve assez rarement documentés, assez rarement explicités. Alors, sur le cas de la gouvernance, moi, je pensais plutôt gouvernance extérieure. Donc, par exemple, des organismes d'accréditation, les autorités, etc. Donc, ceux-là, je les place dans l'indisponibilité fournisseur. Oui, j'ai bien compris. L'indisponibilité de la gouvernance au sens des comités de direction. Si vous avez la tête qui est coupée, le corps peut fonctionner, mais enfin, sans centre névralgique, ça va être compliqué. Oui, celui-là, il est dans l'indisponibilité des ressources humaines. Il faut qu'on ait les ressources, ça fait partie des ressources humaines et des personnes clés. Hein. Pour identifier les personnes clés, donc le directeur général, par exemple, la directrice générale est une personne clé. Il faut qu'il y ait au moins une personne. Et s'il n'est pas là, il faut qu'il y ait forcément des suppléants
soit prévu, écrit, soit automatique. Par exemple, alors dans l'administration, on est tranquille. Hein, il y a un ministre disparaît pour une raison quelconque, il y a tout de suite un relais qui est pris. Il y a jamais d'indisponibilité. Donc cette chose-là, quand moi je viens de l'administration, ça paraît évident, mais il faut que ça soit dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un président ou un directeur général, s'il est indispensable, si c'est lui qui doit par exemple gérer la cellule de crise, s'il n'est pas là, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il soit prévu quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais automatiquement. C'est indispensable. Coup, quand vous allez faire votre BIA sur les activités de la direction générale, donc on est plutôt sur des activités stratégiques, de pilotage, de management, de prise de décision, vous aurez une DMIA qui sera courte, parce qu'on ne peut pas s'en passer très longtemps de la décision, comme vous le dites. Hein. Et du coup, ce seront des activités à maintenir, voire à renforcer des fois, en cas de crise. Et comment on maintient ces activités en cas de crise? Soit on trouve effectivement des suppléants, des remplaçants, soit on n'a pas d'autre solution. Non, mais dans toute structure, il faut qu'en l'absence du dirigeant, l'indisponibilité totale du dirigeant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prévu pour faire l'intérim. Alors... Et ça peut descendre 2-3 échelons, mais évidemment, toute l'équipe dirigeante ne prend pas l'avion en même temps. Il y a eu des cas du gouvernement polonais, par exemple, qui l'a fait, et tout le monde sait qu'il faut se répartir. Faut pas Ou même j'ai l'exemple qui me vient, ça me fait penser, dans des gros groupes automobiles. Ils organisent des fois des petits voyages de team building, etc. Ils ont annulé parce qu'il n'y avait pas 2 avions distincts pour transporter justement tout le comité de direction. Donc on est effectivement dans ces idées-là. Mais je note quand même plutôt sur l'indisponibilité financière laquelle... Alors, sur l'indisponibilité financière, oui, ça fait partie des choses. Et c'est évidemment à rajouter, alors on n'y pense pas souvent dans les documents, on n'y pense pas, mais quand on voit ce qui s'est passé pour le Covid, ça a été clé. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement qu'il y ait notamment des aides publiques ou à travers le chômage partiel pour que toutes les entreprises qui ne pouvaient pas suivre reçoivent des aides. Donc ça en particulier, ça veut dire que du côté des aides publiques, il faut que les entreprises soient outillées, sachent à qui demander. Du côté des assureurs aussi, il faut normalement que le contact soit établi très rapidement. On a une autre remarque. On répond un peu comme ça, mais s'il y a besoin, on spécifiera, mais le but étant que chacun puisse intervenir aussi, hein, rassurez-vous. On a une réflexion de M. Fromentin. Dans toutes ces réflexions et cette démarche, quel a été l'apport des spécialistes militaires? En effet, dans une opération militaire, on retrouve, avec du vocabulaire différent, toutes les notions décrites. Disponibilité des moyens humains, opérationnels, prise en compte des aléas, etc. Est-ce qu'on les aime bien, nos militaires? Oui, quand même. Bien, vous avez vu qu'on a ouvert avec l'intervention de Jérôme Baquet, qui est lieutenant-colonel. Donc, on a eu cette participation. Les gens du SGDSN sont en grande partie militaires, et donc ils ont contribué. Et donc, justement, on cherche à rapprocher, au-delà des différences de langage qu'on peut avoir, on rapproche les approches. Par exemple, à peu près partout maintenant, on parle de gestion de crise ou de cellule de crise. Même si sur le plan militaire ou sur le plan des collectivités locales, on peut des fois utiliser des termes différents, mais petit à petit, tout ce langage-là se partage de plus en plus. Les apports militaires sont évidemment significatif. Oui, on s'en inspire, évidemment. Ouais, si vous voulez, oui, je peux le baquer. Donc oui, après, quand on fait, on a fait l'école de guerre il y a 3-4 ans, on fait plutôt de la planification de niveau stratégique ou opératif, c'est-à-dire des grandes planifications, mais on n'est pas dans de la démarche de continuité d'activité. Après, on retrouve les mêmes choses, les bonnes questions à se poser, le avec qui, avec quoi, contre quoi, le quand, le où. C'est pas écrit comme ça dans la continuité d'activité, mais les questions se ressemblent un petit peu. Mais quand on fait l'école de guerre ou la planification militaire, la méthode EDO, on est dans la planification soit d'opérations prévues, soit de ce qu'on appelle le J5, c'est de la planification à ce qu'on appelle de SI, et si tel pays, si la Russie envahit un pays ou si la Chine envahit un autre pays. Mais là, c'est toujours les mêmes. De quoi s'agit-il? Contre qui? Avec qui? Quelle est ma mission? Ça ressemble, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de phrase militaire dans la démarche de continuité d'activité, parce que
ça peut se ressembler, mais on est quand même sur une approche un peu différente. Mais comme vous dites, il y a plusieurs personnels qui ont participé, ont un passé militaire ou font partie des forces armées. On prend la discipline du côté militaire qu'on essaye d'adapter à nos structures un peu plus volatiles. Oui, et puis avec notamment l'idée qu'il y a des principes, il y a de la planification, mais qu'ensuite, au moment des circonstances ou sur le terrain, on s'adapte et on ajuste pour que ça marche vraiment. Voilà, c'est-à-dire on n'applique pas bêtement les solutions qu'on a préparées, et c'est ce que disait Aurélie tout à l'heure, hein, c'est une aide pour concevoir des réponses. C'est tout à fait important. Ça, je crois que le Covid l'a bien montré et maintenant, on sait faire. Je fais un petit tour du chat. On a une remarque pour les collectivités territoriales. On parlait des indisponibilités financières. Donc, en complément de ce qu'on vient de dire, il y a la Cour des comptes qui demanderait à avoir une ligne de trésorerie spécifique pour des scénarios spécifiques. Donc, on peut en déduire que progressivement, ça rentre un petit peu dans les pratiques d'avoir des petites poires pour la soif au cas où on ait un gros problème à gérer. On a ensuite une question sur les formations, mais ça on y viendra quand on fera on vous présentera les différents liens où vous pourrez trouver du support et on parlera de ça à ce moment-là. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions quand même? Je suis sur mon horloge, mais pareil, on s'adapte. Si c'est encore le collègue Baquet, un petit point intéressant que vous avez dit tout à l'heure sur le PCA, c'est la démarche de continuité d'activité, c'est un peu les remarques de planification militaire, c'est de dire, je veux dire en français, c'est le plan n'est rien, la planification est tout. Enfin, le but, c'est pas forcément de faire le PCA pour faire le PCA. Le vrai but, c'est de réfléchir à tout ça, quels sont mes besoins, quelles sont les contraintes, les aléas, c'est la réflexion qui amènera à la fin à mieux réagir et comme disait un maréchal allemand il y a quelques années, enfin, prussien, c'est le premier mort à la guerre, c'est le plan. Donc, mais c'est le fait d'avoir réfléchi au PCA et quelles étaient les différentes solutions de continuité qui est la vraie démarche importante. S'il n'est pas formalisé en tant que tel, vraiment à la fin, aux petits oignons, à la rigueur, c'est moins grave. Mais l'important, c'est d'avoir fait une vraie recherche et une vraie introspection. C'est un mot, une vraiment démarche intellectuelle de réflexion qui amènera le jour J à mieux réagir en fait. Donc, je ne veux pas dire que le PCA c'est pas bien, mais c'est le but final. Mais l'important c'est vraiment d'avoir la démarche intellectuelle de se mettre de la continuité d'activité. Ouais. Ils vont permettre après que les organisations finalement, et un peu, je vais revenir vers les militaires, mais ils étudient le manuel, mais quand ils sont en manœuvre, ils n'ouvrent pas forcément les documents parce qu'ils se sont entraînés, parce qu'ils ont participé à l'élaboration, parce qu'ils ont intégré ça dans leur mode de fonctionnement. Et c'est un petit peu ce vers quoi on voudrait tendre sur ces questions de continuité, mais la marche est haute. On va rester avec nos petits plans, effectivement, pour au moins rassurer tout le monde, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Non, c'est pas celui-là, pardon. Il y a trop de PC, je m'y perds. Yves. Voilà, alors je reviens, mais rapidement sur. On a présenté aussi, on a fait l'effort de présenter un PCA type. Parce qu'on sait qu'il y a des dispositifs réglementaires ou dans les groupes internationaux où il y a déjà des documents types qui sont indiqués et où les organismes rentrent dedans facilement. Mais ça laisse tous ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, ça les laisse sur leur faim et il y a un travail d'élaboration qui peut être compliqué. Donc, on propose ce document-là pour se simplifier la vie. Alors, nous, ça n'a pas été si simple que ça de le faire. Et puis, deuxièmement, l'idée aussi, c'est d'avoir un document qui puisse se partager facilement, ce qu'on appelait l'écosystème, tous les partenaires, les tiers et autres, de façon qu'on retrouve quelque chose facilement. Par exemple, si dans un secteur, par exemple un syndicat professionnel incite différents membres à avoir un PCA, mais si chacun le construit de façon différente, avec des langages différents, ça va être compliqué de comparer. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir rassembler. Voilà. Je vous donne simplement la table des matières générales. Donc, on a des premiers documents et ensuite des annexes. Ça commence par une page de garde qui donne le périmètre, qui dit quel est le RPCA et qui donne la date soit d'élaboration, soit de la dernière mise à jour, puisque c'est un document qui doit être vivant.
il y a une note de la direction générale qui est prévue au départ, peut-être sur une page, mais pour dire il faut y aller. Et j'y tiens et je vais voir si ça marche bien, je suivrai ça et puis on fera évoluer. Et c'est important. Et ensuite, on a des parties qui sont le contexte pour bien se décrire, description générale. Alors, l'organisme n'en a pas tellement besoin parce qu'a priori, il est censé connaître. Mais si on veut travailler avec des partenaires, ça peut être bien d'avoir une, 2 pages, 3 pages qui décrivent l'organisme, ce qu'on fait, etc. Pour former les nouveaux arrivants, rafraîchir la mémoire aux plus anciens, etc. Et puis, faire la description de ses missions, de ses produits, de ses activités, ses ressources, pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu organisé et qu'on puisse trier ensuite. Ensuite, risque et besoin de continuité, c'est quelles sont nos quelques listes, quelques risques qu'on va… Alors, quels sont ceux qu'on a? Comment est-ce qu'on les évalue, graves ou pas graves? Il y a une matrice. Enfin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et quels sont, nous, on propose qu'il y ait 3 top risques quand on est novice, qu'on en prenne 3 sur lesquels qu'on va référencer en disant c'est ceux sur lesquels on ne se limite pas à un, on n'en fait pas trop parce que sinon on va empiler, qu'on va être perdu. Et surtout, on les traduit bien en indisponibilité générée. C'est-à-dire qu'un risque égale une ou plusieurs indisponibilités. Mais ça permet vraiment de donner corps et de sensibiliser les gens. Ils se représentent mieux quand on parle quand même de l'inondation qui est arrivée il y a 10 ans ou autre. Voilà. Et pareil, on définit ces besoins de continuité. Donc, ça peut être des besoins en termes d'heures, ça peut être des besoins en termes de jours, ou ça peut être des besoins en termes de quelques semaines, suivant son activité et ses sujets. Alors, il est clair que si on est un fournisseur de services téléphoniques, là, ça peut être des questions d'heures, voire des fois des besoins de continuité qui sont zéro rupture. Voilà. Voilà. Et puis, il y a un point important aussi, qu'est-ce qu'on répercute sur les fournisseurs? C'est-à-dire, si on sait qu'on doit être capable de se rétablir en 2 jours, il va falloir qu'on demande qu'on vérifie auprès de nos fournisseurs critiques si on a les bons contrats ou si on a les bons engagements pour qu'on puisse tenir en termes de délai et qu'il n'y ait pas de problème. C'est là que vous retrouvez le BIA, grosso modo, dans cette partie-là. Voilà. Le BIA est là. Ensuite, on définit nos solutions. Alors, il y a un petit passage stratégie qui est ce qu'a dit Aurélie et qu'on peut aussi des fois un petit peu ouvrir. Je vais travailler avec des partenaires ou tout seul, etc. Quelles sont nos mesures génériques avec C'est très important d'aller vers du générique parce que c'est quand même ce qui va nous permettre de faire face au maximum de situations et de circonstances. Mais ensuite aussi quelques mesures spécifiques, parce qu'en certains risques, il va falloir trouver des choses spéciales et faire des fiches risques. Voilà, le cadre organisationnel et humain, voilà, l'évaluation aussi, quel dispositif on met en place. Donc là, ce qui est important dans cette partie-là, c'est qu'on met en place, on donne des listes de solutions, on définit un dispositif, mais on ne rentre pas trop dans le détail. C'est dans les annexes qu'on propose. Parce qu'il a fallu qu'on fasse le PCA type, donc on s'est dit la meilleure solution, c'est de mettre dans les annexes les annuaires de crise, par exemple les cellules de crise, la composition, de mettre peut-être des formulaires types, parce que ça, on peut vraiment en avoir besoin dans certains cas, et puis toutes les fiches risques, les fiches mesures, qui décrivent plus ou moins longuement, voilà, ce qu'on fait, voilà, l'indispensable à savoir pour qu'on puisse y aller. On a une annexe formation et exercice, c'est-à-dire l'idée, il faut programmer et il faut on met aussi dans l'évaluation les résultats et on capitalise. Donc, vous voyez bien que là, on dit les principes, mais c'est là où il faudra réfléchir un peu plus sur 2023. Cas particulier, un de nos participants, qui je pense est peut-être avec nous là, avait fait un rôle pionnier pour vis-à-vis des collectivités, des communes et des intercommunalités, proposer un modèle de plan communal de sauvegarde qui est l'équivalent du plan de crise et de sécurité pour les communes, mais intégrant le plan de continuité d'activité. Voilà, parce que les PCS sont traditionnellement orientés vers la gestion de crise et plutôt les aspects sécurité qui sont pris en charge dans Orsec, même s'il y a quelques aspects continuité. Et donc, ça intègre un PCA, et puis la loi Matras 2021 a mis l'accent sur les intercommunalités et la continuité d'activité, donc ça peut être un moyen, un outil, en tout cas de sensibilisation, et on a mis un extrait, une référence dans le volume 1. C'est aussi accessible gratuitement, il faut demander à notre interlocuteur qui est indiqué dans le document. Voilà. Alors, on n'est pas encore dans les perspectives, si on y passe tout de suite. On y passe tout de suite parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de questions. Il y a des questions ou pas sur notre…
comment ça s'appelle, notre sommaire PCA type. Et comme là, on les a déjà, à mon avis, noyés sous toutes les infos. On va vous faire réfléchir sur la suite. Alors, parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Vous avez bien compris que le sujet est loin d'être réglé dans tous ces aspects. On aimerait, alors, voilà, le donner comme directive pour les prochaines années, de faire de la continuité d'activité vraiment le centre de la dérésilience. Donc, on va essayer de travailler dans cette optique-là. On a identifié 2, voire 3 grands thèmes qui seraient cette question de positionnement. Quel positionnement pour la fonction de continuité d'activité? On a bien vu, hein, même au travers des questions qui ont été posées, le positionnement de cette fonction, il est primordial, que ce soit au sein de l'organisme et ou pour la coordination. Donc ça, c'est voilà, un champ à explorer encore un peu, peut-être à mieux préciser, et qui va, à mon sens, ouvrir sur la question qui était un peu posée du périmètre. Est-ce qu'on commence par toute l'organisation? Est-ce qu'on commence par un service test? Est-ce qu'on fait plusieurs directions? Est-ce qu'on va en fonction de nos attentes et de nos objectifs particuliers? Bon, ça mêle un petit peu ça. Voilà, donc ça, c'est une question qui a été bien soulevée par certains de nos membres. Mais c'est classique, c'est-à-dire que suivant les visions de la gouvernance ou de la direction générale dans l'organisme, on peut placer le RPCA et ses interlocuteurs dans une position plus ou moins pas forcément bien positionnée, ce qui rend le travail difficile, manque d'autorité, etc. Donc là, il y a un problème. Et ce qu'on voit, notre sentiment, c'est que les solutions sont très variables suivant les organismes, donc ce qui est bien, parce qu'on fait quelque chose, donc on est dans une phase de créativité, mais on se dit que peut-être il serait utile d'avancer là-dessus. Et on aura peut-être des choses là-dessus. On demandera peut-être aussi à Emmanuel Hubert, éventuellement, de parler là-dessus ou sur le deuxième thème, si tu veux l'introduire tout de suite. Oui, le deuxième thème, c'est justement comment faire vivre ce PCA, quels seraient les leviers. Donc on a déjà pensé, formation, entraînement, vous l'aurez compris. Comment on évalue, hein, c'était un petit peu les sujets qui restaient en suspens. Le tout dans un coût supportable. Emmanuel, est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce point, si tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci Bonjour. pour ces présentations. Oui, bonjour Aurélie et bonjour à tous, bien entendu. En effet, suite à ce guide, il nous a semblé intéressant d'aller plus loin et de donner un peu plus corps à ce responsable du PCA qui doit avoir il a une fonction bien particulière en soutien au propriétaire du risque. Un propriétaire du risque, on sait que ça va être le chef d'entreprise ou le président ou le directeur général, et en soutien à ces personnes pour les aider à prendre les bonnes décisions et surtout les aider à être prêts sans avoir forcément cette charge supplémentaire sur les épaules. Et donc, en cela, on a identifié des éléments qui seraient intéressants à faire ressortir. Bien entendu, qui est-ce qu'on met? Donc, peut-être quel type de formation pour un nouveau métier finalement qui pourrait ressortir, puisqu'on s'aperçoit que les crises et les crises majeures, on va en connaître de plus en plus souvent. Pour des raisons diverses et variées, on les connaît toutes, ou presque. Comment est-ce qu'on pourrait aider ce RPCA, donc tant en termes de formation qu'en termes d'organisation en lui en interne, pour mettre en place des exercices, donc tout ce qui peut être entraînement, pour travailler avec des pairs, que ce soit des pairs industriels ou travailler avec les acteurs essentiels de son territoire qui pourraient être des supports pour la continuité d'activité d'une entreprise, parce que pour un territoire, une entreprise, ça peut paraître un petit peu moins vrai pour des gros territoires comme l'Île-de-France où il y a des centaines d'entreprises, mais sur des petites communes ou même des communes importantes avec quelques grosses industrielles ou entreprises, perdre une entreprise peut être catastrophique. Hein. On pensera à la ville de Saint-Étienne et la fermeture de Manu France. Voilà.
Voilà, c'est donc le travail en réseau, identifier les acteurs avec qui on pourrait travailler, comment travailler avec ces acteurs, et pour ce RPCA, quelles pourraient être les formations qui pourraient lui être essentielles, les compétences à acquérir, les services supports pour le renforcer, je pense du juridique notamment, et puis donc un soutien à comment est-ce que je peux entraîner une équipe, donc peut-être du management, ou alors encore comment est-ce que j'organise un exercice sans en faire pour autant une usine à gaz. Voilà. Et comment valoriser cet exercice au travers un rétex. Voilà un petit peu les idées que j'avais en tête qu'on pourrait essayer de creuser en 2023 avec le groupe de travail pour donner corps à ces éléments de soutien aux responsables PCA. Merci. Je n'ai rien à ajouter parce que c'était plutôt clair, donc ça va, je pense. On a bien compris voilà, que l'enjeu était de faire vivre ce plan, que ce soit par la formation des utilisateurs que par leur entraînement, etc. Et puis on a un dernier sujet un peu en toile de fond, on vous l'a évoqué aussi, mais c'est comment faire évoluer la gestion de crise vers une approche systémique globale et du coup de ne pas limiter la gestion de crise à la gestion de l'urgence et à la sauvegarde des personnes. La gestion de crise, c'est oui, gestion de l'urgence, sauvegarde des personnes, des biens, de l'environnement si on a le temps, et c'est aussi la continuité d'activité. Justement, avant de vous faire réfléchir, parce qu'évidemment vous n'allez pas y couper, on vous a proposé, donc comme vous aurez la présentation, vous pourrez aller voir les différents liens qui vous permettront d'accéder au livrable qu'on vous a très synthétiquement présenté aujourd'hui. Donc tout ça est accessible sur le site de l'IMDR. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire au GTR en tant que participant. On encourage fortement cette démarche, évidemment, pour qu'on arrive à toucher un peu plus de monde et puis à créer une synergie qui fonctionne bien pour les prochains mois, les prochaines années. Et enfin, un petit peu de pub quand même côté IMDR. Donc vous l'avez compris, c'est une association dont l'adhésion est aussi encouragée. On vous a laissé les liens pour aller découvrir tout ça. Parce qu'on ne fait pas que de la continuité, ils font plein de choses. Donc allez un petit peu vous renseigner et puis on espère vous donner envie de nous rejoindre. Alors oui, voilà. Donc sachant que la participation au GTR peut être régulière, elle peut être ponctuelle dans certains cas, parce qu'on peut avoir une question à poser, on peut avoir une information utile à fournir. Hein. Ça a été tout à fait le cas en 2022. Voilà. Et puis, l'adhésion à l'IMDR n'est pas obligatoire, soyons clairs, hein, parce que comme nous considérons qu'il est important que des gens qui seraient éventuellement intéressés puissent d'abord voir ce qui se passe et quels services ils pourraient avoir. Donc, ça peut être un moyen d'entrée de participer à un groupe de travail. Bien sûr, philosophiquement, au bout d'un certain temps, on deviendra membre. Mais ça, on n'a pas de doute sur le fait que ça pourrait vous intéresser. Il y a évidemment d'autres groupes de travail, il y a un congrès, il y a des entretiens, il y a plusieurs choses qu'on essaie de faire. Voilà. Et ben voilà, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez d'autres, enfin à la fin de ce que nous on a parlé beaucoup quand même, donc ça va être à vous. Est-ce que vous avez alors des idées, des remarques, des questions sur les thèmes, notamment sur les thèmes 2023, sur ça. Moi, je pense qu'il y a un thème auquel je suis très très sensible, qui est celui des coûts, parce que quand on dit on élabore un PCA, ça coûte toujours une certaine somme, mais au moins c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais après, il y a la formation, les exercices et tout ça, c'est tout le temps, hein, c'est du permanent, c'est tout ça. Donc, faire des exercices, ça coûte de l'argent. Donc, voilà, on sait bien que les RPCA ont des problèmes pour faire passer les budgets. Hein, voilà. Et donc, on ne peut pas dire qu'il faut en faire un maximum et que peu importe, et c'est pas du quoi qu'il en coûte.
Donc, il faut arriver à l'intégrer et je pense que ça a été longtemps dans le passé une question assez permanente, mais qui dépasse la continuité d'activité. Hein. C'est aussi toutes les approches résilience dans ce domaine-là. Il y a des écoles de pensée qui disent tout ça, la résilience suppose des surcoûts, des redondances qui coûtent de l'argent, et donc c'est pas possible de le faire passer à travers le marché. Nous, on a l'impression que c'est un peu comme le développement du bio. C'est-à-dire qu'effectivement, mais ça veut dire que ceux qui vont en bénéficier, des clients, on va dire, hein, voilà, vont trouver justifié qu'il y ait ce surcoût à condition qu'il soit raisonnable, et ça sera. Mais il faudra qu'on arrive à calibrer un peu plus les choses. En tout cas, on ne vous demande pas de faire plusieurs, je sais pas, 3 ou 5 ou 10 exercices par an. Ça dépend de la taille des organismes, mais l'idée, c'est d'en faire suffisamment. Par contre, une fois tous les 5 ans, comme on voit dans certains documents officiels, c'est un minimum, mais ça ne nous paraît pas suffisant. Ça ne serait pas crédible. Voilà. Justement, sur cette question des coûts, hein, on a une question qui est comment articuler la démarche PCA avec celle plus globale de l'anticipation des marges. L'idée est de dire que dans certaines zones où on peut aller plus loin, prévoir une location de locaux de secours, ne semble pas pouvoir fonctionner que si l'organisme peut compter sur des marges et un slack suffisant. Oui, alors encore une fois, le PCA, il va vous donner des idées. Il va être évidemment confronté à la réalité des activités. Il est hors de question de dire à un organisme, voilà, prévoyez d'engager 10 intérimaires tous les mois au cas où il y a un problème. Vous les laissez chez eux, et puis voilà, si vous avez besoin, vous les appelez. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper et de voir le moment venu quel recours on aurait. Sur mes exemples de mes intérimaires, rien que d'avoir déjà un listing des agences d'intérim du coin avec des profils qui pourraient répondre à votre besoin, déjà ça va participer à votre continuité. Vous les appellerez le jour J. D'avoir des fournisseurs qui font à peu près la même chose que vos fournisseurs habituels, rien que d'avoir leurs coordonnées, éventuellement d'avoir des contacts un peu au préalable, pourquoi pas, mais on s'arrête là. Il y a des choses qui commencent à émerger un petit peu au sein des structures publiques, avec ou bien dans des services achats de privés, mais un peu moins quand même, c'est d'insérer des clauses de continuité dans les marchés publics, justement. Et on voit souvent passer des offres où, pour des diverses prestations, il y a une petite question, et ça revient à ce que disait Yves tout à l'heure sur les fournisseurs, etc. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en termes de continuité? Bon, c'est pas forcément un critère rédhibitoire, etc., mais ça montre quand même que ça commence à germer un petit peu dans les têtes de chacun. Tu as des compléments? Alors, oui, sur les marges, alors je ne sais pas trop quelle est la vision qu'il y a derrière les marges, mais notamment quand on parle des organismes qui produisent des biens physiques, je ne sais pas moi, des véhicules, des automobiles ou d'autres produits de consommation, etc. La question, c'est d'avoir c'est la question des stocks, par exemple. Hein. Les efforts de réduction des stocks pour être le plus performant et le moins coûteux possible posent problème, c'est-à-dire en cas de situation inhabituelle, on n'a pas de quoi absorber le problème, et donc on ne va pas répondre. On risque de ne pas pouvoir répondre en termes de continuité d'activité. Donc très fréquemment, il faut s'attendre à ce qu'on ait un besoin de stock supplémentaire, d'un stock tampon suffisant. Il va falloir l'apprécier, et ça, c'est un surcoût clair. Voilà. Toute la question est de savoir quel est le surcoût nécessaire par rapport aux besoins du client qui le juge indispensable. Alors, le client, si c'est un consommateur individuel, on ne va pas lui demander à lui individuellement, mais on a toutes sortes de moyens marketing pour essayer de savoir ce qu'il pense vraiment. Dans d'autres cas, le client pourra formuler une hypothèse véritable et éventuellement négocier en disant écoutez, si c'est trop coûteux, si je vous demande 2 jours et que c'est trop coûteux, je vais vous laisser 3 jours, et là je vois que vous pouvez me baisser le prix et que pour moi c'est acceptable et je vais me débrouiller pour y arriver. Donc il y a ce genre de choses qui pourraient être faites, et tout ça risque de se faire à l'occasion des octrois ou des renouvellements de contrats avec des fournisseurs. Ça devrait rentrer petit à petit dans les habitudes de ne pas poser la question juste quand l'accident est en train de s'annoncer, mais on le pose de façon systématique, de façon à avoir
le temps d'y réfléchir et de trouver des bonnes solutions. Ça, on est à peu près persuadé que ça va être une évolution importante. Dans le cas des marchés publics, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de se dire que le critère prix, comment est-ce qu'on va l'apprécier, le juger, et est-ce qu'on a le droit, par exemple, de prendre deux fournisseurs différents, l'un qui serait pas cher mais venant d'un pays éloigné, et l'autre qui serait un fournisseur du pays national, mais évidemment avec un surcoût au nom de la souveraineté. Et c'est un peu la même chose pour des organismes. Est-ce qu'il faudra arriver à différencier de cette façon-là? Donc il y a des questions, y compris de concurrence, hein, qui peut être importante pour être dans les clous. J'avance un petit peu, on a une autre question sur ces idées de formation. Quid des formations certifiantes ou non? Bon, en gros, la question, c'est est-ce qu'il faut que le RPCA soit certifié? J'ai compris. Alors, si je peux me permettre, on pourrait en effet, et il y a plusieurs personnes qui sont liées au domaine pédagogique dans l'équipe du groupe de travail, c'est réfléchir au référentiel de compétences que devrait avoir le RPCA et y travailler pour proposer de façon collégiale une formation que l'on pourrait déposer à terme pour obtenir un certificat reconnu. Tout est possible. Ah, oui. Donc c'est une des questions potentielles pour 2023, quoi. Tout à fait. Et enfin, une dernière remarque sur que le deuxième thème sur comment lier la gestion de crise dans une approche globale était une excellente idée. Ben, merci de nous dire que nous sommes excellents. Alors, ça veut dire un volume 6 ou... C'est ça, ça veut dire qu'on a encore du travail en 2024. Un troisième volume? Eh ben, écoute, on est vraiment pile poil maître du temps. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, d'autres remarques ou des questions éventuellement? Soyez pas timide. C'est bon. Non, mais on a le droit de terminer un tout petit peu avant. Ouais, comme ça, ça leur donne l'activité. Absolument. C'est le principe de la DMIA. C'est ça. On a fait une durée acceptable, donc vous allez pouvoir vous inscrire. Je me tourne vers l'IMDR. On leur enverra un petit lien d'inscription à l'issue. Comment ça se passe? Pour participer au groupe de travail, on proposera une date. Et on pourra envoyer le lien en même temps du GTR. On enverra donc un lien. Quand on dit s'inscrire, c'est dire je suis prêt à venir, quoi. Voilà, hein. Oui, voilà, c'est juste une démarche. Pour qu'on ait votre mail et qu'on puisse savoir si on vous envoie. Et puis, il faut qu'on réfléchisse sur une date et un rythme. On avait eu un rythme assez soutenu en 2022. Mais on était plus sur des petites demi-journées de travail avec des échanges après sur des livrables. Parce que ça aussi, c'est un objectif auquel on tient, c'est de livrer, donc d'avoir un produit matériel, hein, physique, à l'issue de nos travaux. Alors qui n'est pas forcément abouti peut-être ou qui sera amélioré, mais au moins on pose quand même des jalons matériels, j'ai envie de dire. Voilà, et donc là, c'est peut-être suivant les volumes, espérons des solutions et des recommandations, et si c'est trop compliqué, ben, au moins un relevé des différentes solutions existantes pour progresser. Mais enfin, l'idée, c'est d'avoir un livrable en fin 2023 pour cela. Voilà, nous avons, je crois, terminé. On a fini. On a fini. On a quelques commentaires. Merci. Merci à tous également. Hein. C'était très intéressant de partager ça avec vous. Et puis, on a hâte de vous revoir dans notre groupe de travail. Yves, t'as le mot de la fin. Non, ben, à bientôt pour tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Voilà, et puis ensuite, suivre le moment venu la livraison sur laquelle nous essayons de nous engager avec une date limite de fin 2023. Exactement. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci.